de conférence des universités aux praticiens hospitaliers à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Je travaille sur le paludisme au centre de référence pour la chimiosensibilité du paludisme. J'ai, il y a quelques années, travaillé sur les leishmanies et j'ai changé de sujet de recherche en intégrant le laboratoire de Grasse. Et donc, depuis une douzaine d'années, je travaille sur l'antipsychotique, particulièrement sur les résistances et nouvellement sur l'acégrate. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de la charge parasitaire dans le paludisme à l'antipsychotique. On verra quelles sont les méthodes de mesure et qu'est-ce que l'on peut en faire sur le plan épidémiologique, physiopathologique. Alors, bien sûr, vous savez que le paludisme est la première maladie parasitaire mondiale. On considère que 40% de la population mondiale est exposée et récemment, SNO a indiqué une estimation de 500 millions de cas cliniques annuels dans le monde, avec une estimation qui va en général de 1 à 2 millions de morts par an. Et donc c'est essentiellement l'Afrique qui est touchée, avec ce chiffre dramatique de 1 enfant sur 20 qui décède du paludisme avant l'âge de 5 ans. J'insisterai sur le nombre élevé de porteurs asymptomatiques, c'est un nombre bien plus élevé que le nombre de cas cliniques que l'on voit par an. Et qui dit porteur asymptomatique dit potentiellement porteur symptomatique. Donc il faut en tenir compte, et c'est aussi un réservoir important pour la résistance. Les porteurs asymptomatiques pouvant être aussi symptomatiques de temps en temps, avoir un petit peu de température. Donc ça se voit essentiellement en zone de forte endémie. Je viens de la France, donc je vais vous donner pour indication quelques chiffres sur le paludisme d'importation, qui n'est pas du tout du même ordre de grandeur. Nous avons environ 7000 cas par an de paludisme d'importation. Ce sont même des chiffres qui sont légèrement en train de diminuer. Il y a des fluctuations saisonnières. Actuellement, on est plus proche des 5000 cas que des 7000. Et ces cas touchent essentiellement des migrants africains. Donc ce sont des personnes qui vivent en France et qui, à l'occasion d'un retour pour un événement familial, ou simplement pour des vacances, vont se contaminer dans leur pays d'origine et reviennent en France, et c'est à ce moment-là qu'ils seront diagnostiqués. Ce qui explique qu'à 85%, c'est plasmodium qui est l'espèce en cause. Nous avons des migrants essentiellement africains, c'est l'histoire de la France qui fait que nos anciennes colonies fournissent encore l'essentiel donc du contingent du paludisme d'importation. Ce sont des gens qui n'ont pas pris de prévention ou qui ont pris une prévention inadéquate, et au total, cela représente une vingtaine de décès par an. C'est à peu près stable à ce que l'on a les années. Alors, nous allons définir la charge parasitaire. Donc, c'est simplement la quantité totale de parasites, de plasmodies, parasites dans l'organisme. Donc, ça comprend deux compartiments. Les parasites présents dans la circulation sanguine, donc compartiment auquel on peut avoir accès facilement en mesurant la parasitie, et un compartiment qui est beaucoup plus opaque auquel on n'a pas accès, qui sont les parasites séquestrés. Parasites séquestrés dans les vaisseaux des organes profonds, et donc pour l'atteinte ancien, le placenta qui est un cas un peu particulier. Alors, du point de vue du parasite, en fait, la séquestration permet aux hématies parasitées d'éviter le filtre splénique. C'est comme ça qu'on explique qu'il y ait ce compartiment profond. Alors, le problème, c'est qu'à parasitémie égale, la charge parasitaire, donc ce qui comprend tout ce qui est séquestré dans les organes profonds, peut varier d'un facteur de 1 à 100. Ce qui veut dire que la parasitémie, finalement, c'est un mauvais reflet de la charge parasitaire totale. Alors, voilà ce qui se passe en situation réelle. Donc vous avez ici un frottis sanguin où on reconnaît donc les hématies parasitées par Plasmodium falciparum, vous voyez un pays parasitique ici, et une parasitémie qui a l'air relativement élevée. On a 102 chiffres à faire en accès grave. Ici, en fort grossissement avec des couleurs bien sûr, les hématies qui libèrent les hémozoïdes. Et puis, dans les compartiments profonds, vous voyez là un capillaire complètement obstrué par les hématies qui vont soit, comme c'est le cas ici à droite, les hématies parasitées sont capables d'agglutiner des hématies saines, donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de rosétine. Et puis vous avez aussi la possibilité d'auto-agglutination des hématies parasitées entre elles-mêmes, donc c'est ce qu'on appelle l'auto-agglutination. Alors, pourquoi déterminer la charge parasitaire? Quels sont les domaines où ça va être intéressant de déterminer la charge parasitaire? Alors,
on peut en citer trois majeurs. Le premier, c'est la relation entre charge parasitaire et paludisme grave. Alors, pour l'instant, nous ne travaillons plus sur la parasitémie, et l'OMS a défini depuis 2000 une parasitémie supérieure ou égale à 4% comme un critère de gravité. Dans l'ancienne classification qui datait de 1990, la parasitémie, qui était d'ailleurs prise à 5%, n'était pas un critère de gravité suffisant, c'était juste un critère accessoire. Là, depuis l'an 2000, c'est devenu un critère de gravité. Alors qu'on a vu que la parasitémie ne reflétait pas fidèlement la charge parasitaire totale. Donc on verra s'il y a moyen d'accéder à la charge parasitaire totale et de faire un lien avec l'accès grave. Deuxième point intéressant, en zone endémique, la découverte des hématozoaires ne suffit pas pour attribuer au paludisme des manifestations cliniques. Et que, comme vous le savez bien, ce n'est pas parce qu'on a de la fièvre et quelques trophozoïdes qui se promènent sur le corps qu'on a affaire à une accès. Il faut avoir une notion qui jusqu'à présent était donnée par la parasitémie, mais qui pourrait être donnée éventuellement par d'autres mesures. Il faut savoir quelle est la charge parasitaire et si c'est le cas, à quel seuil on peut attribuer donc la manifestation clinique au paludisme. Et enfin, donc, la dernière application dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'évaluation de l'efficacité des antipaludistes, donc évaluer le déclin de la charge parasitaire au cours des sceptiques. Voilà, nous comprenons l'application. Alors bien sûr, je ne vais pas vous refaire le cycle parasitaire, je vais simplement insister sur la phase où on va se trouver, donc la phase érythrocytaire. Donc c'est la phase qui est contemporaine des signes cliniques, avec les accès fébrile qui ont lieu ici lors de la libération d'énergie à partir de l'éclatement du schizon. La phase hépatique étant bien sûr totalement silencieuse. Alors, les stades érythrocytaires sont nombreux quand on veut rentrer dans le détail. Et nous allons rentrer dans le détail puisqu'il faut bien comprendre comment a lieu l'adhésion dans les capillaires de l'esprit profond. Alors, classiquement, on considérait que l'adhésion à l'endothélium des vaisseaux profonds ne concernait que la seconde partie du cycle érythrocytaire. Ce qui veut dire finalement la partie allant de, grosso modo, 24 heures à 48 heures. Qui concerne en fait les formes de trophoagés et des cycles. Au cours du cycle, donc qui dure 48 heures, c'est un point de moyenne de 48 heures pour petits parents, vous avez des formes très jeunes qu'on appelle en anglais les tiny rings, donc les tout petits anneaux, si vous voulez, si on peut le traduire. Ensuite, vous avez les small rings, donc les petits anneaux. Et puis, vous avez les gray rings, donc qui sont faits larges, qui nous conduisent déjà à 26 heures. Donc ça, classiquement, c'était décrit comme non inhérent. Et c'est pour ça que ce sont ces formes-là qu'on retrouve en circulation. Alors que les autres formes, les trophozoïdes âgés, et bien sûr après les schizontes, ne sont pas retrouvés en circulation puisque ce sont des formes qui adhèrent dans les endothéliums des vaisseaux. Alors, récemment, ces notions ont été remises en question. Nous allons voir pourquoi. Alors, je vous schématise ici la principale molécule responsable de l'adhésion, qui est TFEMP1, donc une molécule sécrétée par le plasmodium, mais exprimée à la surface du globule rouge. Donc, c'est vraiment une exportation des protéines, et bien sûr ces protéines, comme vous le savez, sont codées par les gènes VAR avec toute la variation antigénique qui est derrière, ce qui permet l'échappement immunitaire donc, du plasmodium. TFEMP1 est la molécule qui est liée par les ligands donc, des cellules de l'autre. Alors les principales ce sont CD36 et ICAM1. On peut citer aussi le CSA qui est présent essentiellement dans le placenta, mais aussi nous verrons au niveau du cerveau et bien du CSA. TFEMP1 est exprimé à la surface des génétiques parasitées à partir de seulement la 14e, 16e heure. Donc ce qui explique que les formes vraiment fragiles ne peuvent pas adhérer. Pas d'expression encore de la molécule à la surface des génétiques. Récemment, des découvertes et des gens pasteurs, il y avait notamment Pierre Buffet dans l'équipe, ont montré que les rings étaient capables d'adhérer également aux cellules des endothéliums, mais en n'utilisant pas TFEMP1, mais d'autres molécules qui sont RSP1 et RSP2.
l'adhésion qu'on obtient est plus faible, elle est peut-être de l'ordre de 1/10 de ce qu'on aurait avec le NPR, mais elle existe. Il faut savoir donc que les RIC sont capables, c'est publié dans Nature, donc dans l'anthropologie qui a bien validé les expériences. Donc les RIC sont capables d'adhérer en faible proportion à l'endothélium des disques profonds et principalement du cerveau, puisqu'on sait que le CSA est présent au niveau du placenta bien sûr, mais aussi au niveau des micro-vaisseaux du cerveau. Et encore plus récemment, dans Udo Sankpeit, dans PNAS, donc là aussi une très bonne revue, a montré que l'HTM, donc 40 degrés, induirait l'adhésion des hématocytes parasités au stade ring. Donc le stade ring, s'il est soumis à une température, est capable d'adhérer avec un de ces défensifs. Bon, ce sont des expériences in vitro, qui ne reflètent pas forcément ce qui se passe dans la réalité in vivo, mais quand même, le ring est capable d'adhérer. Alors, bon, bien sûr, en pratique, vous savez comment ça se passe. On a parlé tout à l'heure du phénomène de Rosetine. Et ici, classiquement, une hématocyte parasitée commence par rouler le long d'une cellule endothéliale, et puis elle est fixée par ses différents récepteurs, et finalement, il y a les plaquettes qui viennent s'ajouter, et on arrive à l'obstruction complète des vaisseaux, avec évidemment plus d'arrivée d'oxygène et plus d'élimination des termes de l'élimination des déchets et le phénomène d'apoptose qui s'ensuit avec tout ce qui est la cascade d'inflammation, ce phénomène. Donc ça c'est bien connu. Alors voilà un peu pour le rappel de physiopathologie que je voulais faire. Maintenant nous allons voir les mesures, les techniques pour mesurer la parasité. Donc on va y avoir des choses très basiques pour certains, et pour d'autres ce seront peut-être des rappels pas négligeables, pas superflus. Donc les techniques employées sont et restent le frottis-mince et la vitesse. Le frottis-mince, alors on peut distinguer deux choses, le frottis collé au bout du doigt, donc l'étude de terrain. Donc là, on aura affaire à un sang qui n'est pas anticoagulant, bien sûr, mais dans tous les cas, ou alors on peut prélever le petit tube sur anticoagulant, on fera à l'hôpital. Mais dans tous les cas, une traversée sanguine qui est très faible, c'est de l'ordre de 3 mètres. Ensuite, des techniques classiques qui sont assez variées. Une fois qu'on a fixé le méthanol, on peut trouver les gémothérapies, l'oral, le push-quick, etc. Le tout, c'est d'avoir une belle coloration nature de manière à pouvoir faire une belle morphologie et différencier les espèces. C'est le point principal. Alors la lecture, elle a lieu à l'immersion du sang et classiquement, on comptera au moins 200 francs avant de rendre un photo négatif. Voilà la technique classique à micro-francs. C'est vraiment pour illustrer. La goutte épaisse travaille sur un volume qui est plus important que le frottis. Donc on aura une augmentation de la sensibilité. Et en plus, elle est déposée sur une surface plus petite. Donc là aussi, gain de sensibilité. Alors on peut distinguer les gousses épaisses de coloration classique et puis des techniques qu'on dit rapides qui permettent d'avoir le diagnostic pratiquement dans la foulée du frottis. Donc en tout, on a un rendu de frottis goutte épaisse dans l'heure qui suit. Donc la goutte épaisse classique, disons, mais qu'on ne fait plus à Bichat, je pense qu'on ne la fait plus non plus à la Pitié depuis quand même déjà pas mal d'années. C'est une technique où il y avait donc 4 étapes. Défibrillation si c'était prélevé au bout du doigt, stéphage, hémolyse, coloration. Donc pour vous illustrer la goutte épaisse, voilà, alors le prélèvement au bout du doigt, donc ça je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui connaissent. Après, on enlève le fibrinolide en tournant pendant quelques temps avec un actinostyle. Et puis, il fallait faire passer de l'eau distillée pour enlever l'hémoglobine, donc faire éclater le rouge. Voilà, après on colore. Et puis c'était finalement sceptique. Donc, nous avons maintenant des méthodes rapides. Là, ce sont des techniques qui ne sont pas faites au doigt, elles sont faites en laboratoire, donc sur anticoagulant. Pas de défibrillation. On sèche simplement la goutte 20 minutes à l'étuve à 37 degrés. Et on la retourne, on la met à l'envers dans un bac qui contient un colorant. Ce qui fait que l'hémolyse et la coloration a lieu en même temps, donc c'est du Kiemsa dilué dans l'eau ordinaire, et donc en 20 minutes on a notre goutte épaisse très quali. Alors il y a une autre technique qui est celle qui est faite à l'esthétique, où le volume de sang pris au départ est plus petit, c'est 2 microlitres, mais là la goutte sera lue en entier, donc au total on a une sensibilité
est équivalente, ou à peu près équivalente. Il y a aussi une méthode très rapide, puisque l'hémolyse est faite par immersion, mais on utilise un petit peu de saponine. Ça va peut-être un peu plus vite et ça nettoie un petit peu mieux. Ce qui fait qu'au total, on a une très belle morphologie des trophos sur la bite épaisse. Donc là, je pense qu'en une demi-heure, on a aussi un résultat de la bite épaisse. Même 10 minutes, si on a quelqu'un pour y aller. Alors, justement, nous allons voir une méthode de lecture qui est quand même, ça nécessite un personnel entraîné, c'est un peu la limite de toute façon de la bite épaisse et même du protéine en certains cas. Donc, la lecture de la lame sur le protéinase, on va peut-être voir ce que ça donne. Avec forme qu'on a classiquement la coloration par le digital. Donc, vous avez la forme marginale là, qui est collée complètement sur le bord des massifs, qui peut des fois être pas facile à voir. Sinon, vous avez l'anneau qui est classique. Des hématies qui peuvent être polyparasités, essentiellement chez Passiflora, mais aussi pour les autres espèces. C'est pas un signe mnémonique de Passiflora polyparasite. Et puis, au fur et à mesure que le groupe grandit, vous avez l'apparition des taches de l'horreur, et on arrive au postizome. Voilà, c'est tout. Et puis au bout de quelques cycles, 4, 6, 5 cycles, vous aurez l'ensemble des gamétocytes femelles et mâles. On peut distinguer avec leur coloration, c'est l'inverse de la liette, à savoir que les mâles sont bleus. Non, les mâles sont rouges et les femelles sont bleues. Voilà, on est un moyen de se rappeler. Alors là, on voit un strophy qui est assez joli, où on a des formes topologiques et un gamétocyte qui sont magnifiques. Donc en banane, bien sûr, voilà, donc je vous rappelle quand même qu'un résultat de protéinase va comporter 4 éléments. Le premier élément, c'est y a-t-il présence ou non des hématozoaires? Si oui, quels sont les stades observés? Est-ce qu'on a affaire à des protéides et ou des scissions et ou des gamétocytes? Quelle est l'espèce plasmodiale en cause? L'espèce plasmodiale pouvant être au pluriel, d'ailleurs, je vous le dis en ici. Il y a des associations, bien sûr, Passiflora, Vidas, et comme vous savez, on a ESA, il y a les 4 espèces, donc il n'est pas exclu d'avoir les 4 espèces sur le côté. Ça va être exceptionnel, je pense que c'est bien. Et donc, dernier élément, la parasitémie, qui est un des points qui nous intéresse évidemment aujourd'hui, puisque c'est intervient dans certains articles. La parasitémie, la définition pour les plus jeunes, c'est le nombre d'hématies parasités pour 100 hématies. En tenant compte qu'une hématie qui contient 2 parasites ne compte que pour une, c'est le nombre d'hématies parasites. Alors sur bout d'épaisse, étant donné qu'on a plus les globules rouges, on utilise un artifice et qu'on se cale sur les globules blancs. Alors vous voyez déjà la morphologie que prennent donc ici les propos sur la bout d'épaisse. Alors c'est vrai que c'est un peu noyé parce que derrière il y a quand même un bruit de fond qui les restes de membrane de globules rouges qui peut les plaquettes. Donc ça paraît pas aussi nettement sur un côté, c'est un peu la difficulté de la lecture de la bout d'épaisse, mais quand on est bien entraîné, c'est vrai de voir ça, ça ne pose aucun problème, ça n'a à faire un peu moins parce que après donner l'espèce sur une bout d'épaisse, c'est un peu plus délicat. Donc là c'est on a quand il y a une parasitémie un peu plus élevée. C'est vrai que dès lors que ça dépasse 0,1%, la bout d'épaisse est hyper positive, on n'a aucun problème de lecture. Donc on peut exprimer par rapport au leucocyte. Alors nous ce qu'on rend en général en routine du diagnostic, c'est qu'on exprime pour 1000 globules blancs. Et pour des études de terrain, Jean-François Trapp a proposé une méthode de quantification, de semi-quantification rapide, où en considérant qu'il y a 8000 globules blancs par microlitre en moyenne, voilà donc ce que ça donne par rapport à un globule blanc, on arrive à ce tableau-là, donc avec des classes de 0 à 5, et puis on a en face donc les correspondances. Donc 0 c'est pas de parasite sur le enfants. 1 c'est moins d'un parasite pour 160 leucocytes, etc. Et pour 50 000 ça correspond. Voilà, donc il suffit d'observer 200 ans, on voit combien on a de parasites par rapport aux leucocytes et ça nous donne directement la densité parasitaire, donc l'exprimer si possible en nombre de parasites par micro. Donc ça c'est une méthode qui est formidable, qui date depuis 20 ans, qui était proposée par Jean-François. Alors, nous allons passer à un deuxième volet donc, de cette présentation qui, à mon avis,
plus important, c'est l'estimation de la charge parasitaire totale à partir d'un dosage qui est un dosage plasmatique, le dosage de l'HRP2. Donc l'HRP2 c'est l'histidine riche protéine 2, donc c'est une protéine hydrosoluble qui fait 30 kg d'alcool et qui est produite spécifiquement par plasticlarone. Donc ça c'est important, elle n'est pas produite par les autres espèces de plasmodium. Elle est présente au niveau de la molécule nutritive et donc par diffusion dans le cytoplasme du parasite, et elle passe dans le cytoplasme de l'hématie, mais elle passe essentiellement lors de la rupture du schizone. Alors, comme vous le savez, la HRP2 est utilisée pour des tests de détection rapide, comme le parasite-félicité. Ce ne sera pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais bon, il faut savoir que c'est exactement la même protéine qui va être dosée donc, dans le plasma pour accéder à la phase parasitaire totale. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est issu de deux études qui sont récentes, mais qui en fait sont de la même équipe, l'équipe de Lusator et Bourgeois, avec le dernier article dans Cosmetic, donc une bonne revue internationale, avec des résultats tout à fait importants. Le dosage est réalisé par un test ELISA, donc un test assez classique, un ELISA 110. C'est un test qui est commercialisé, donc pas de mise au point à faire. Et c'est commercialisé par une firme australienne, un Cellabs, pour un prix qui est finalement pas excessif, c'est sous forme de plaque. On en a déjà fait un peu à l'INSEE, à Bichat, il n'y a pas de souci particulier pour cette méthode ELISA. Et la limite de détection inférieure est basse, 1,5 mW par millilitre. Et donc l'équipe de Lusator a estimé la production d'HRP2 par le parasite au cours d'un cycle rétrocytaire à 5,2 femtovars. Femtovars, donc c'est 10-15 grammes. Alors ce qui est important, c'est que la libération plasmatique d'HRP2, c'est vraiment la rupture du schizone. 89% est libéré lors de la rupture du schizone, et puis il y a quand même 11% qui sont sécrétés dans l'autre partie du schizone. Seconde partie du schizone. Pour l'instant, l'étude a porté sur 13 adultes australiens, donc c'est vrai que ça reste à confirmer si vraiment dans plus élevé, et puis peut-être qu'il y a des gens qui ne soient pas thaïlandais, parce que le son génétique peut intervenir, mais ce qu'ils ont conclu, c'est que la demi-vie d'élimination de la HRP2 est en moyenne de 3,67 jours avec un type de 47, et surtout qu'il n'y ait pas d'atteinte, pas de relation avec la gravité de l'accès ou l'atteinte hépatique rénale. Parce qu'effectivement, si on a fait un accès grave avec le choc, et que ça perturberait l'expression de HRP2, à ce moment-là, on pourra servir de marqueur. Là, apparemment, il n'y aurait pas d'interférence entre l'élimination de la protéine au niveau hépatique rénale et donc la gravité. Les auteurs proposent une formule qui n'est pas aussi compliquée que ça finalement. Donc, la charge parasitaire totale est égale à 12 fois la concentration observée par la méthode ELISA, facteur de 1 moins l'hématocrite, multiplié par le poids du sujet et un facteur de puissance 5. Voilà. Donc, on fait ce calcul-là, à partir du dosage, on a accès à la charge parasitaire totale. Alors, ayant accès à ça, il est facile de voir que la charge parasitaire circulante, qui appelle T-cirque, est également connue. T-cirque, c'est jamais que la parasitémie multiplié par le nombre total des acides du sujet. Donc, par différence, on peut accéder au compartiment T7. Donc, le compartiment séquestré, si jamais que T total est moins que 100. Alors, pour estimer rapidement le nombre total des acides funèses, il y a cette petite condition, c'est l'hématocrite multiplié par 80, multiplié par le poids du sujet sur le volume globulaire moyen. Voilà, quand on fait ça, on accède directement à toutes les charges parasitaires. Alors, l'application immédiate qu'ils ont étudiée, une fois qu'ils ont l'outil mis au point, ils ont voulu voir si c'était corrélé à quelque chose. Donc, ils ont commencé par quantifier la charge parasitaire totale des 337 patients. Et ils ont vu que la distribution de la charge était quand même assez variable, puisque ça démarre au-dessus de 10 puissance 10
jusqu'à 10 puissance 13. Donc 10 puissance 13, vous voyez, c'est 10 000 milliards de dollars. C'est énorme. C'est astronomique. Mais malgré tout, la plupart des gens sont répartis entre 10 puissance 11 et 10 puissance 12. Les Français, les patients, là ici c'est le nombre de patients, vous voyez, c'est quand même dans cette unité. Donc une fois qu'ils ont vu comment se distribuait la charge parasitaire totale, ils ont voulu voir s'il y avait une relation entre la charge parasitaire totale et la gravité de l'action. Leur série comprend 170 accès simples, 139 accès graves et 28 décès. Donc 3 catégories différentes. Vous avez ici représenté en carré la charge parasitaire totale, estimée avec le dosage de facteur. Et puis, le petit rond noir là à côté, c'est la parasitémie. C'est ce qui circule. Vous allez voir en même temps si on pouvait comparer les deux, et si l'un était meilleur que l'autre. Donc, les accès non compliqués sont là. Charge parasitaire, donc qui est inférieur de moins à 10 puissance 12. Les accès graves sont ici, donc aussi bien charge parasitaire totale que ici parasitémie. Et vous voyez que les décès sont au-dessus, et surtout que la charge parasitaire totale est beaucoup plus élevée que ce qu'on a eu simplement sur la parasitémie. Et un autre point important, c'est qu'il n'y a pas de recouvrement entre, ou très peu, de charge parasitaire totale, donc des décès par rapport aux accès graves, alors que sur la parasitémie seule, on ne peut pas distinguer un accès sévère d'un accès mortel. Et l'autre point important, c'est qu'il n'y a pas de recouvrement, parce qu'il n'y avait déjà pas simplement sur les parasitémies, entre donc l'accès non compliqué et l'accès grave. Alors, second point d'intérêt de la mesure de la charge parasitaire, c'est le diagnostic simplement de l'acceptalus en zone d'endémie. Alors, comme vous le savez, vous avez une forte valence de facteurs asymptomatiques, de porteurs asymptomatiques, pardon, et puis, d'autre part, les signes cliniques de l'acceptalus sont non spécifiques. Donc, c'est difficile de faire un diagnostic en général. Il y a une surestimation du nombre d'acceptalus en zone d'endémie. Bien souvent, ce n'est pas un acceptalus, on est catalogué comme ça parce qu'on n'avait pas de protéines glucosémiques. Alors, les facteurs influençant la charge parasitaire ils sont connus, hein. Ils tiennent soit au parasite, soit à l'hôte. Pour le parasite, on peut citer l'inoculum, le nombre de piqûres infectantes, la virulence de la tumeur. Et puis, les facteurs tenant à l'hôte, c'est la susceptibilité génétique, l'acquisition de l'immunité, avec l'âge, les gens vont s'immuniser, donc là, finalement, c'est un peu la même chose que l'immunité. Le cas particulier de la femme enceinte, et puis aussi l'interférence d'une prise médicamenteuse ou d'un traitement qui pourra influer sur la charge parasitaire. Donc, pour s'affranchir de ce problème, a été défini ce qu'on appelle le seuil pyrogénique. Donc, c'est un concept qui a été défini au départ en zone de forte endémie. Et c'est un concept qui a un aspect statistique. C'est simplement une parasitémie qui est associée avec une augmentation de la probabilité de fièvre. Le seuil pyrogénique, normalement, devrait prendre en compte l'âge, par contre l'immunité, et la saison. Qui là, agit sur l'intensité de la transmission. En zone d'endémie, il faut distinguer aussi, donc sur la période d'âge, 3 catégories. Vous avez les nourrissons qui, au tout départ, les premières semaines, les premiers mois, est protégés par exemple par maternelle. Et puis dès que cette protection a disparu, vous avez un seuil qui est assez bas, très bas, à 100 à 150 trop par microlitre, suffisent à classer donc la fièvre comme un acceptalus. Alors qu'après, une façon dans la période de l'enfant, une période critique bien sûr, puisque on a vu un enfant sur 20 va décéder avant l'âge de 5 ans, alors c'est là où c'est difficile à passer, et donc on a un seuil pyrogénique qui est de 5000 contrôles par microlitre. Ça veut dire que au-dessous de 5000, probablement ce ne sera pas un acceptalus, mais au-dessus on parlera d'acceptalus. Et puis, avec l'âge, l'adulte, on a une diminution de pyrogénique. L'adulte s'étant immunisé, normalement il y a beaucoup moins de trophos qui circulent, ce qui veut dire qu'il y a des trophozoïdes même en nombre assez faible mais présent, c'est qu'il se passe quelque chose et là on attribuera beaucoup plus facilement l'acceptalus à l'adulte
avec un seul plus bas. Donc ce qui se passe finalement, c'est la diminution du secteur unique avec R. Donc voilà une illustration. Vous voyez que sous la limite, on a des seuils qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on aurait. Alors évidemment, si on avait, au lieu de simplement une parasitémie, une application avec la cherté de cosmétique, peut-être qu'on pourrait affiner ces notions de seuil, peut-être qu'on pourrait avoir des formes beaucoup plus parlantes que des parasitémies qui sont malgré tout, on l'a vu, très très fortes. Donc je pense là aussi l'application possible future du dosage de la cherté de cosmétique. Alors il faut prendre bien sûr en compte la saison pour parler de ça. Donc là, un article récent qui la S en 2005 a montré qu'en saison humide, en prenant un seuil à 3200 par mètre cube, 33,6% des fèves étaient attribuées à l'eucalyptus. Avec un seuil beaucoup plus bas, avec 200 par rapport à 3200, en saison sèche, c'est 23% seulement qui sont attribués. Donc la saison, en plus de l'âge, il faut en faire compte. Alors dernier point, c'est les études cliniques. Est-ce qu'on peut se servir de la charge parasitaire pour affirmer l'efficacité des molécules antipaludiques? Et si oui, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions quant à, par exemple, les intervalles d'administration, la posologie, la durée de traitement? Donc ça, est-ce qu'on peut se servir de la charge parasitaire pour évaluer? Moi je pense que oui, de plus en plus. Dans un premier temps, était défini par White ce qu'on appelle le PRR, définition d'une parasite réduction ratio. Alors c'est la réduction fractionnelle de la densité parasitaire par cycle de schizogonie en plus. Dit beaucoup plus simplement, c'est la réduction de la parasitomie, donc c'est J0 sur J2. Voilà, c'est ça le PRR. Et chaque molécule antipaludique a un PRR qui lui est propre. Donc on verra tout à l'heure les exemples, mais on a calculé ça, c'est simple, il suffit de mesurer la parasitémie X0 en donnant qualité de traitement et on regarde ce qui se passe 48 heures plus tard, on fait le rapport. Et selon la molécule, on voit qu'on a un PRR qui est plus ou moins. Donc, si on veut regarder un exemple avec une charge parasitaire initiale de 10 puissance 12, on a vu que 10 puissance 12, c'est à peu près ce que la plupart des gens font, dans la protéose, c'est à peu près un milliard. Voilà ce que ça donne. Avec un PRR aussi, de l'ordre de 10, c'est petit, ce qu'on estime, mais donc ici c'est 10. Vous voyez qu'il va falloir 24 jours pour éliminer complètement les parasites de la circulation. Si vous avez des valeurs plus petites de PRR, donc ici c'est 10 puissance 2, ça va passer à 12 jours. Et pour les valeurs les plus courtes, donc les plus courtes par exemple c'est l'artésinate, qui a une action très rapide, là vous allez avoir une charge parasitaire qui va s'effondrer très rapidement. Donc intérêt de cette charge comme ça évaluée. C'est vrai que si on avait là aussi une méthode de dosage de charge de plasmatique pour avoir accès à la charge parasitaire totale, on pourrait évaluer chacune des molécules et peut-être en tirer des conclusions un peu différentes de ce qu'on avait jusqu'à présent. Alors voilà les valeurs, les faites uniquement sur les parasitémies, sur les PRR. Donc vous voyez que les valeurs les plus élevées, c'est les dérivés de l'artémisine, mais très significatif. Et puis, plus bas, vous avez ceux qui sont lents, fini, petit, où on est entre 10 et 10,3, c'est assez large pour la molécule. Et une application de ceci, voilà, c'est l'association, donc maintenant là c'était entre l'année effective, mais maintenant ce serait l'année objective. Donc l'association de deux molécules avec des PRR très différents. Le premier, c'est l'artésinate. Vous voyez une décroissance de la charge parasitaire dans les premiers jours suivant le traitement. Ce qui va permettre à la masse parasitaire de décroître très fortement et de se retrouver à un niveau qui sera ensuite contrôlable par la nespotine qui elle a un PRR beaucoup plus lent et qui finira le travail. Le problème de l'artésinate, c'est que c'est une demi-vie qui est très courte et que certains traitements sur 3 jours
comme c'est souvent le cas de revenus cancer qui sont traitements en 3 jours, eh bien, il y aura un échec tardif, parce qu'on n'aura pas nettoyé complètement, on sera à cette zone-là. Donc l'intérêt, c'est que, en diminuant le nombre de parasites présents après l'artisanat, on aura beaucoup moins de risque d'émergence d'un mutant, parce que le mutant, vous savez, la probabilité c'est 10/10 à peu près par balle. Là, on est bien au-dessus de ce valeur-là. Donc ça permet d'associer quelque chose qui a une demi-niveau plus longue, sans risque de voir émerger la résistance. Donc, c'est vrai qu'on pouvait faire ces expériences avec l'espace parasitaire total, parce qu'on aurait sans doute des enseignements pour choisir les médicaments à associer à l'artisanat. Et donc affiner nos politiques de traitement de médicaments de première intention sur le terrain. Et ça, ce sera le sujet d'un exposé de M. Denis sur cette transition. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vais les Je veux savoir si, a priori, donc, la charge parasitaire dans la journée, on sait que ça fluctue normalement. Donc, le taux d'HRP2 dans le sens circulant, lui, reste très constant. Est-ce que ça s'est vérifié? Alors, ils ont fait des frottis sanguins correspondant au polymère plasmatique de manière à caler vraiment les dosages par rapport. Effectivement, il n'y a pas de fluctuation. On peut s'attendre à ce que, quand il y a les schizomes qui sont éclatés, donc on laisse des accès rythmés, on peut s'attendre à ce que ça monte en performance. Mais vu la formule qui est proposée, même un facteur risque, on ne fait pas les interprétations. Donc, 48 heures, il peut encore rester. Et il y a P2, vous donnez que la demi-vie est très vieux, voilà, ça c'est fini, donc les juges ne sont pas trop remonter, si c'est plutôt sur place privée, il faudra vérifier. En tout cas, nous on a un projet actuellement d'évaluation du palugrade versus calucin, où systématiquement on va doser faire tout le plasmatique, avec en regard toute la clinique, les marqueurs physiopathologiques, les marqueurs génétiques humains, les marqueurs de résistance de travail, vraiment l'étude globale avec pour l'estimation de parité, c'est tout type pour le. Donc si on voit une corrélation, bon, bien très bien ça marche, on ne voit pas, on dira pas ça marche. Tu as donné une demi-vie d'élimination de la HRP2 mesurée par ces auteurs qui était à 3,67, quelque chose comme ça, jour, c'est ça, voilà. Demi-vie. Or, quand on utilise des tests rapides, ICT, qu'on utilise à l'assistance publique à Paris par exemple, il nous arrive, et à toi sûrement aussi, d'avoir des ICT positifs en HRP2, franchement positifs, jusqu'à 4 semaines après un traitement chez un patient qui a aucun parasite, circulant en tout cas, circulant, mais qui n'est pas malade. Alors ça c'est à cette demi-vie qui est pas si. Alors, et aux quantités de produits qui sont. Alors, est-ce que c'est parce que l'ICT est extrêmement sensible et dépiste des phantomoles, des je sais pas quoi, moi je les ligomoles, voilà. Et donc, comme la demi-vie, c'est avec la demi-vie, et continue à y en avoir. Y compris les diabétiques, Bon, parce que c'est un peu le piège de ces tests rapides dépistant l'ICT, c'est qu'il reste positif alors que le patient est débarrassé, presque complètement débarrassé, ou totalement débarrassé de ses parasites. De temps en temps.